Bittan et L'Oréal affichés sur les slides et devant vous. Je vous rassure, je ne fais qu'une première partie, une première introduction. Et ensuite, je laisserai Madame Bittan justement nous présenter certaines innovations et certaines initiatives et leurs perspectives sur comment ont été abordées cette période d'incertitude. Donc, comme vous le voyez, je me présente rapidement. Donc, Hicham Alami, je suis un des directeurs associés au sein du cabinet GCL, donc cabinet de conseil spécialisé en logistique et supply chain, et aussi membre fondateur du COPIL de Maroc Supply Chain. Donc, Maroc Supply Chain, c'est quoi? C'est vrai que c'est moi qui passe les slides. Très bien. Donc, Maroc Supply Chain, c'est quoi? C'est une initiative à l'initiative de l'association France Supply Chain International, dont le président est avec nous, Monsieur Jean-Michel Garneri, que je remercie fortement pour son implication et cette opportunité qui nous a été donnée. Donc, à l'initiative de France Supply Chain International, il y a une ambition, celle de créer un réseau de professionnels et d'acteurs de la supply chain et de la logistique à travers le monde. Ce réseau se veut centré autour de l'échange, le partage d'expériences, de connaissances, de bonnes pratiques et surtout sur la convivialité. Donc, sur ce modèle-là, donc Jean-Michel, avec toute l'organisation France Supply Chain, ont décidé de nous approcher pour créer justement au Maroc le premier chapter de ce réseau qui se veut international. Donc, au Maroc, c'est un club à but non lucratif, c'est très important de le rappeler, qui va réunir justement les filiales et les directeurs supply chain et logistique des filiales de ces grands groupes français et internationaux, des directeurs supply chain d'acteurs locaux, d'entreprises nationales et aussi de différentes institutions et autres. L'ambition, ce n'est pas de se substituer aux institutions, très important, c'est encore une fois un club qui a pour vocation de créer et d'organiser des rencontres périodiques, d'échanger sur des thèmes qui nous tiennent à cœur, des problématiques qu'on peut vivre localement, demander conseil, avoir des éclairages aussi par rapport à ce qui peut se faire à l'international, et voilà, donc pouvoir échanger un peu avec tout le monde. Donc ça, c'est le Maroc Supply Chain, et c'est dans ce contexte-là, justement, qu'on a tenu notre premier dîner-débat. Donc, c'était la semaine dernière, qui a marqué aussi le lancement de Maroc Supply Chain International. Donc, il y avait une vingtaine de participants, une dizaine de secteurs qui ont été représentés. Et justement, on a inscrit le thème de cette soirée débat autour d'une problématique qu'on a tous vécue ces dernières années, le Covid, les crises géopolitiques, l'incertitude que ça a créé autour. Et donc on a eu 2-3 heures de débat très animé, très riche, autour de quelques questions. Quels enseignements tirer de la crise sanitaire? Comment vous, directeur supply chain, exercez-vous votre métier dans un contexte aujourd'hui complexe et incertain? Et quelles sont les bonnes pratiques que vous avez pu mettre en place? Et l'idée, justement, c'est justement de créer, c'est ce que vous allez comprendre maintenant, la transition vers justement Madame Bittan et L'Oréal, ça a été justement de pouvoir avoir ces regards croisés, donc sur qu'est-ce que nos directeurs supply chain localement ont pu faire par rapport à ces questions-là, et on va avoir une réponse de l'autre côté et une vision, un partage d'expérience justement de L'Oréal, qui fait partie de France Supply Chain International en France, pour avoir justement cet éclairage et avoir ces éclairages doubles. Donc, rapidement, au Maroc, voici ce qui est ressorti un peu des différents échanges par rapport aux différentes actions qui ont été menées et les réflexions qui ont été entreprises par nos entreprises, par les entreprises que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, tout d'abord, une des initiatives, ça a été la gestion des compétences avec des ressources clés que certaines entreprises ont continué de payer malgré le fait qu'il n'y avait pas d'activité. Programme de préservation des ressources, justement du savoir, pour s'assurer que lorsque ça redémarre, qu'il redémarre dans les bonnes conditions. Deuxième
initiative et projet qui a été très fort et qui est ressorti, c'est la cartographie, la refonte des processus et la définition des rôles et responsabilités. Il y a eu pour certaines entreprises, pas toutes, une baisse d'activité. Et donc les gens se sont recentrés en se disant attendez, profitons de ce temps justement pour revoir qu'est-ce qu'on faisait dans l'organisation et comment est-ce qu'on le faisait, qui le faisait. Ça leur a permis de réécrire, de réapprendre et de se réapproprier leur propre entreprise. Point assez structurant aussi, tout ce qui est, on a tous des plans de continuité d'activité. On se dit, si demain j'ai un risque, un incendie ou quelque chose comme ça, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les actions à mettre en œuvre qui me permettent de revenir à la normale rapidement? On s'est rendu compte que beaucoup de ces plans-là n'étaient pas nécessairement pertinents ni applicables. Et donc il y a eu une réflexion qui a été menée chez certaines de ces entreprises-là pour revoir leur plan de continuité d'activité. On est dans un monde aussi où les stocks, c'est de l'argent. Donc souvent, on cherche et on entend beaucoup dans la supply chain le just-in-time, la réduction des niveaux de stock. Il faut avoir juste le bon stock. Certaines réflexions et certaines entreprises ont été amenées à revoir et à redéfinir certains stocks stratégiques en investissant, vous l'avez entendu hier lors du discours de Bénédicte sur Alstom, où ils ont investi massivement sur certaines références en ayant plus de 1, 2, 3 ans de stock stratégique. Ensuite, cartographie des risques fournisseurs, donc revue un peu de qu'est-ce que nos fournisseurs font, quelle est leur exposition. Et enfin, thème central de notre salon, tout ce qui a été digitalisation. Donc on en a beaucoup entendu parler lors du Covid. Les entreprises l'ont fait, l'ont bien fait, chez nous aussi, avec notamment la mise en place soit d'une digitalisation raisonnée de certains processus, et je parle bien de digitalisation raisonnée, parce que sans être à outrance, et vraiment ciblée sur certains processus clés. Et une des initiatives phares, en tout cas, qui a permis à certaines entreprises de redémarrer sur d'excellentes bases, ça a été la création d'une vision unique, d'une vision data unique, qui a été source d'efficacité, d'agilité et de prise de décision éclairée. Et c'est sur ce dernier point, justement, qu'on a demandé à Madame Bitan et à L'Oréal de nous apporter un peu leur éclairage sur eux, comment est-ce qu'ils ont vécu cette crise et qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour justement passer au-delà. Donc j'invite sur la scène Madame Johanna Bitan, directrice de la transformation monde digitale chez L'Oréal. Je ne sais pas si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, formidable. Ouais. Tout ça est très impressionnant, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude. Merci en tout cas pour votre accueil, extrêmement chaleureux. Merci tout particulièrement à Ali Berada de m'avoir permis de faire cette keynote et d'avoir trouvé un peu d'intérêt dans ce que nous faisons chez L'Oréal. Je remercie aussi Jean-Michel de m'avoir invité, non seulement effectivement ici, mais aussi au sein de France Supply Chain, puisque en fait, moi, chez L'Oréal, j'y suis depuis 5 ans. Mais sur ce poste, en fait, de Supply Chain Digital Transformation Officer, oulala, le titre est long. J'y suis depuis 1 an et demi. Et grosso modo, ce qui m'a été confié comme mission, eh bien, c'était vraiment de réfléchir à, OK, on sort à peine d'une crise sans précédent et on a besoin d'une stratégie et concrètement, en fait, cette stratégie, elle se veut digitale et elle ne peut pas être autrement. Et donc, mon directeur de la supply chain, Francisco Garcia Fornaro, pour ne citer que lui chez L'Oréal, m'a demandé d'instaurer une gouvernance, d'instaurer une stratégie autour de laquelle, en fait, on va faire avancer la supply chain de L'Oréal.
Et donc, voilà, dans ce cadre-là, j'ai aussi rejoint le comité d'administration de France Supply Chain, que je suis ravie d'avoir rejoint. Et puis aussi ravie du partenariat avec Maroc Supply Chain. J'ai hâte d'aller encore plus loin dans nos échanges, qui sont déjà très fructueux. Donc, merci de m'accueillir. La question, L'Oréal, qui nous sommes? Bon, tout le monde connaît L'Oréal de loin, en fait. Mais ce qu'il faut se dire... Hop, et pourquoi ça ne marche pas? Ah, voilà. Ah là 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 là, trop loin. C'est que nous sommes un pur player de la beauté. Et depuis le début, on a été créé en 1909 par Eugène Schweller, un brillant chimiste à l'origine finalement de la teinture, assez visionnaire. À l'origine, il avait inventé ce procédé pour couvrir les cheveux blancs des messieurs. Et puis finalement, en fait, ça a été dérivé complètement. Et on a fini par faire de la teinture blonde pour les mesdames, puisque ça a été la mode. Et c'est comme ça, finalement, que L'Oréal est devenu ce que c'est devenu. Alors après, les innovations ont continué de pleuvoir, puisqu'on est aussi à l'origine de l'ambre solaire. Et donc, du coup, puisque avec la révolution industrielle est venue aussi les vacances et les congés payés. Et donc, du coup, les gens partaient au soleil, oui, mais finissaient avec des gros coups de soleil. Et donc, l'ambre solaire. Donc, c'est une entreprise à laquelle je suis très, très fière d'appartenir, pour la simple et très bonne raison que c'est une entreprise, en fait, qui écrit aussi l'histoire. Et donc aussi, c'est la raison pour laquelle on est numéro 1 des groupes cosmétiques mondiaux. Et on s'évertue à le rester. Parce qu'on a un motto, on a un sense of purpose. C'est le mot consacré à la mode en ce moment. C'est finalement, comment est-ce qu'on donne du sens à ce que l'on fait tous les jours? Eh bien, nous, en fait, le sens de L'Oréal, c'est de créer la beauté qui fait bouger le monde. Alors, moi, j'aime bien le dire en anglais, the beauty that creates the beauty that moves the world. Parce que moves, en anglais, est ambivalent. Ça fait non seulement avancer, mais ça émeut. Parce que la beauté, ça émeut. On est tous, finalement, empreints de beauté, sensibles à la beauté. Et finalement, la beauté, elle est diverse, elle est plurielle, elle est inclusive et elle est partout. C'est vraiment quelque chose qu'on partage tous. Donc du coup, voilà, nous, notre motto, notre raison d'être, c'est ça. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour faire ça, me direz-vous? Petit temps de latence. On a un portefeuille de 35 grandes marques. Alors, il y en a certaines que vous reconnaîtrez, et puis d'autres, chaque fois que je montre ce slide, « Oh, mais ça, c'est L'Oréal !» Je ne savais pas. Parce que finalement, en fait, on ne le placarde pas partout. En voulant surtout donner une certaine autonomie et une certaine indépendance à nos marques, puisque originellement, on n'avait pas forcément de concurrence, ça dépendait quoi. Et on se faisait la concurrence entre nous, dans un process de continuous improvement. C'est un petit peu l'ADN de la boîte. Donc du coup, on va se séparer en 4 divisions. On va avoir les produits de masse, qui sont donc des produits avec des prix assez abordables. Vous allez trouver L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline, NYX, et j'en passe. Les produits du luxe, où on va trouver Yves Saint Laurent, Lancôme, Armani, qui est une division en fait qui connaît un franc succès ces dernières années particulièrement. Les produits professionnels, puisque c'est quand même à l'origine de notre histoire. On fournit donc les produits des salons de coiffure et donc des professionnels de la beauté. Voilà, les produits professionnels où on va trouver Redken, Kérastase, Matrix, Epurologie. Et puis last but not least, et on va beaucoup en parler pendant cette présentation parce que finalement c'est mon use case préféré, c'est Cosmétique Active. Cosmétique Active, finalement, c'est une division qui se préoccupe de la beauté d'un point de vue bien-être, d'un point de vue santé, et qui se vend principalement en fait dans les pharmacies et les drugstores. Et donc où on va trouver La Roche-Posay, Vichy, SkinCeuticals et CeraVe, et puis je vous reparlerai de CeraVe après. On a un footprint au niveau des canaux assez unique. Donc, comme je vous le disais, on est présent dans les salons,
de beauté. Nous sommes aussi présents sur le mass market, donc chez Walmart, Leclerc, Carrefour et Imit. On a aussi les parfumeries donc ce qu'on va avoir comme department store avec les Galeries Lafayette, Sephora, etc. Les pharmacies et les drugstores. Les boutiques de retail, puisque nous avons des boutiques en propre. On a fait l'acquisition de Kiehl's, alors certains avec un certain succès, d'autres moins, qui ont été difficiles à aborder en termes de business model. Et donc l'idée, c'est que on a voulu, en faisant ces acquisitions, apprendre le monde du retail. Et Dieu sait qu'on a appris beaucoup. On a eu le travel retail aussi, qui a beaucoup souffert pendant le Covid, et donc où ils ont été extrêmement créatifs sur la façon de reconvertir leurs produits. Et last but not least, le e-commerce. Alors, le e-commerce, c'est un petit peu ce que toutes les industries ont comme mot à la bouche. Le e-commerce, pour vous donner un KPI, le e-commerce, péniblement, avant 2019, si on arrivait à 8% de chiffre d'affaires, c'était le bout du monde. Eh bien, en 2021, on est aux alentours de 30%, un tiers de notre chiffre d'affaires. C'est monstrueux. Et c'est un shift, c'est une vraie opportunité business, entendons-nous bien, mais c'est un shift sur la supply chain qui est extrêmement drastique. Et en fait, on a deux choix. Soit on se prend la baffe derrière la figure, soit on anticipe. Et ça va être un petit peu aussi le sujet du jour. On est présent sur le skincare, sur la fragrance, sur le make-up, sur le hair color et le hair care. On a un footprint industriel qui nous permet de sortir les 7 milliards de produits qu'on a besoin de sortir annuellement, assez impressionnant, avec 39 usines et 148 points de distribution. Ce qu'il faut savoir sur nos points de distribution et sur notre logistique, c'est un domaine de compétences qui, certes, est mis en lumière depuis quelques mois, quelques années maintenant, parce que la crise a fait que. Et c'est ce que vous rappeliez, Monsieur Berada, au début de ce séminaire. Mais aussi, chez L'Oréal, sur la partie distribution physique, sur la partie supply chain, c'est quelque chose que l'on chérit tout particulièrement, puisqu'on sait que c'est le business partner numéro 1 pour pouvoir satisfaire notre client. Et donc, c'est ce qui nous a permis d'avoir 43 centres de distribution en propre dans notre industrie. Et donc, du coup, ces 43 centres de distribution en propre sont responsables de quasiment 60% de notre turnover. Donc, vous faites le calcul, 148, elle est à la grosse, 150, moins 43. Et pourtant, avec les 43, on sort 60% du chiffre d'affaires, c'est vous dire. Très important pour nous, la supply chain, gros enjeu. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on fait pour naviguer dans une supply chain qui se veut globale, puisque L'Oréal est une entreprise plutôt globale, quand on est disrupté sans arrêt? Alors, je vous laisse revoir juste les disruptions qu'on a eues ces dernières années. Mon ami Jean-Michel va me dire « Mais oui, mais il manque celle qui vient de sortir. » Voilà. Sans transition, le Brexit, finalement, nous a obligés à revoir notre network au UK. On ne va pas parler du Covid parce qu'on en parle sans arrêt et effectivement, nous a obligés à revoir notre façon de voir. Les problématiques sur le canal de Suez, évidemment, les changements climatiques aussi, qui nous forcent à revoir les BCP. Et c'est vrai que tu le rappelais tout à l'heure, Hicham, parce que les business continuity plan sur le papier, c'est super. Et une fois qu'on doit les mettre en place, c'est une autre paire de manches. Donc, du coup, on les a tous revus. Voilà. La crise de l'oil and gas, les augmentations du coût du transport, bref, j'en passe et des meilleurs. Et donc, du coup, contextuellement, l'impact pour la supply chain, c'est quoi? Eh bien, en 2020, ça a été une grosse contraction. Parce que finalement, les entreprises ne savaient pas à quelle sauce elles allaient être mangées. Et donc, du coup, un freeze des assets. Puis ensuite, un énorme rebond en 2021. On a fait une croissance historique au sein de L'Oréal, mais je crois que dans beaucoup d'industries, ça a été le cas aussi. Et en 2022, bien aussi ce qui se profile, vu les augmentations des coûts de partout, l'inflation, comme si ce n'était pas suffisant.
Donc, petit chiffre, cocorico, petite fierté. La croissance de L'Oréal, historique, a été de 12 points versus 2019. Et donc, du coup, formidable pour l'entreprise. En revanche, au niveau de la supply chain, il a fallu courir. C'est même pas marcher, là, c'était courir et puis alors taper des gros sprints. Parce que ce que l'on constate, c'est une augmentation des prix des matières premières, donc qui deviennent en forte tension. En l'occurrence, le prix du verre. On a eu une très forte croissance des parfums. Or, vous ne faites pas de parfum si vous n'avez pas de contenant en verre. Et bien concrètement, le verre, pénurie. Donc, il a fallu trouver des backup plans. On a un lead time qui augmente. Alors, quand vous avez des standards type Amazon qui vous promettent du next day delivery et que chez L'Oréal, on explique à nos salons que ça va être difficile de les livrer en moins de 3 semaines, ils ne l'entendent pas. Donc, on a dû, malgré cette crise, anticiper avec le stock aussi, ce lead time qui est 2 fois plus long. Parce que super dépendant de l'air freight et du sea freight. Et puis, bien sûr, comme vous le savez, L'Oréal est une entreprise très fashion dépendante. Alors, on a des produits très basiques sur lesquels on a ce qu'on appelle nos hero SKU et nos love brand. Donc, ceux qui, finalement, en fait, constituent le gros du turnover de L'Oréal. Mais si vous n'offrez pas tout le range de catalogue qui va avec, mais concrètement, en fait, vous ne valez pas plus que vos concurrents. Vous n'offrez pas suffisamment de choix. Et donc, la volatilité de la demande par rapport à un produit fashion est juste monstrueuse. Puis, on subit énormément, en fait, les pics du festival 11/11, 20% de notre chiffre d'affaires en Chine se fait en un jour. Voilà. Celebratory Day, also, c'est un jour forcément redouté par la supply chain. Le Black Friday, et j'en passe, et des meilleurs, puisque toutes les occasions sont bonnes pour avoir de gros pics autour de tout ce qui est festival. Et bien sûr, la conception de nos produits, nous avons des gens au marketing qui sont extrêmement créatifs, au développement aussi. Et cette complexité qui donc a été croissante pendant des années, il faut la repenser. Parce que sinon, on ne peut pas être agile. Et donc du coup, moi ce que j'avais envie de porter à votre conscience aujourd'hui, c'est que le mot d'ordre jusqu'à 2019, c'était d'avoir la visibilité. La visibilité sur les plannings, sur le forecasting. C'était un petit peu la course au forecast à la boule de cristal. Combien est-ce qu'on va vendre, comment est-ce qu'on développe les bons algorithmes pour pouvoir savoir combien est-ce qu'on va vendre, en se disant finalement que le marché sera toujours constant, le même et prévisible. Sauf que, en fait, patatras, 2020, Covid. Et là, il a fallu être résilient. Et donc, du coup, le mot d'ordre de l'année 2020, c'était effectivement la résilience. C'est comment est-ce qu'on arrive à absorber et à minimiser les impacts négatifs de la crise. En 2021, on nous a parlé énormément d'agilité, et effectivement, à juste titre, puisqu'il a fallu changer de braquet, et vite, sur notre outil de production, notre outil de delivery, en fonction des signaux qui nous arrivaient, puisque le marché était reparti en trombe et qu'il a bien fallu livrer. Et donc, du coup, pour moi, je ne sais pas si vous partagez cette idée, mais la bataille du futur, c'est la responsiveness. Notre capacité à combiner la visibilité, la résilience et l'agilité pour pouvoir être le plus responsif possible. Pour faire en sorte finalement que le signal que vous allez avoir en sell-out, et je vais aller même plus loin, en demand sensing, quand vous allez aller sniffer vos réseaux pour comprendre quelle va être la tendance, et le signal que vous allez apporter dans votre outil de production, ça doit être du end-to-end. On n'a pas le choix, on n'a plus le choix. Et c'est comme ça qu'on va être responsif. Alors,
moi, je suis très, très heureuse de la question qui m'a été posée aujourd'hui. Je reviens dessus. Comment, dans un monde aussi disrupté par toutes les crises que l'on connaît, recomposition géopolitique, pandémie, etc., comment est-ce qu'on fait en sorte de survivre, nous, les gens de la supply chain? Alors moi, ce que je tiens à rappeler, c'est très très important pour moi, c'est qu'une supply chain, en fait, c'est composé d'hommes et de femmes, avant tout. Des hommes et des femmes qui font fonctionner cette organisation si et seulement si ils arrivent à aller tous dans le même chemin, d'une seule voie, à la même fréquence. Sinon, ça ne marche pas. Hein. Et donc, concrètement, la question qui se pose, quand on a posé ça, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens aillent tous dans ce même chemin, à la même fréquence et au même rythme. Alors, il y a un mot, moi, qui m'est venu quand j'ai reçu votre question, Monsieur Berada, c'est la foi. Qu'est-ce qu'elle raconte? La foi au milieu de la supply chain, elle est complètement folle. Si, c'est la foi. La foi en une stratégie et en une vision commune. C'est ça l'important. Et donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que cette vision commune soit suivie par tous les hommes et les femmes qui composent cette supply chain? Dans un monde où il ne suffit plus d'être grandiloquent et bon orateur pour partager une bonne stratégie et une vision. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est inondé de data. Si on a besoin d'aller faire des recherches et d'aller challenger le big boss, on peut le faire. Donc du coup, il faut être super solide. Il faut avoir la data. Il faut pouvoir démonter les biais cognitifs. Parce que sinon, en fait, les gens n'ont pas foi en vous, ni en votre stratégie, ni en l'organisation. Et donc ça, c'est super clé. Et comment est-ce qu'on a la data? En digitalisant. Pas de grosse surprise là-dessus. C'est un peu le sujet du salon. Donc, comment est-ce qu'on fait quand la vision change tout le temps pour faire en sorte que les gens de cette organisation-là aient foi en cette vision? Et donc, du coup, en fait, moi, je me suis posé la question au niveau de la supply chain et au niveau plus globalement des opérations, et ça a été mon mandat depuis 1 an et demi. Et on est arrivé, en fait, sur cette stratégie-là. Je ne sais pas si elles sont. C'est pas grave, il n'y a que de la musique, en fait. Le but, c'est d'avoir le même strategic frame. Et donc, comment est-ce que ça se définit au sein de la supply chain? Eh bien, assez facilement, on va avoir 3 grands programmes que l'on va développer et dont je vais vous donner quelques exemples en toute transparence sur qu'est-ce qu'on met comme use case dans ces programmes. Donc le premier programme, ça va être la Responsiveness for Growth. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Concrètement, on ne fait pas de croissance sans cette responsiveness. Et la responsiveness, c'est la combinaison entre la visibilité, l'agilité et la résilience. En 2, on va donner aussi les capabilities, les compétences, les automatisations, les outils pour devenir, transformer en fait nos centres de distribution en ce qu'on appelle des fulfillment centers. Merci Amazon pour le wording. Et donc du coup des centres de distribution avec de la valeur ajoutée pour le client particulièrement. Et puis ensuite, l'accélération du e-commerce. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une accélération sans précédent. On imagine qu'il est possible, d'ici 2025, que 50% de notre turnover se fasse sur du e-commerce, que ce soit sur les e-retailers ou sur nos sites en propre. Et donc, si on ne l'anticipe pas, ça ne marche pas. Et on a pour ça 3 enablers. Le premier, c'est finalement d'avoir des operating models avec des hommes et des femmes tous investis
au niveau de leur expertise, très important. D'avoir une augmented supply chain, et donc du coup d'avoir la bonne data, les bonnes technologies et les grandes innovations qui vont faire que les 3 programmes du dessus soient servis. Et puis ensuite, supply chain et talent. Vous le savez tous, on est sur un marché de l'emploi extrêmement tendu. Il est très difficile de recruter, particulièrement pour toutes les industries, mais en soi, on a besoin d'hommes et de femmes très orientés data, avec un background un peu technique, parce qu'en fait, l'avenir ne se fait pas sans la data. Et donc, du coup, on a besoin de ces compétences-là et de pouvoir les recruter. Mais on ne peut pas se reposer que sur le recrutement. Ça ne marche pas. Donc, on est aussi en train d'upskiller pour pouvoir retenir les talents que nous avons au sein de L'Oréal. Et donc, ça, c'est un gros enabler des 3 programmes que vous avez au-dessus. J'avais envie de vous donner cet exemple-là sur la Responsiveness for Growth. En gros, on a, suite à un événement alors heureux et malheureux, enfin très heureux pour le business et un peu malheureux sur la supply chain parce qu'il a fallu réagir très très vite et ça a été fastidieux, un TikToker fou qui a fait une très jolie vidéo sur un gel nettoyant moussant de la marque CeraVe. Alors CeraVe, peut-être que ça ne vous parle pas, ou peut-être que maintenant vous avez été atteint par la vague CeraVe. Mais c'est un produit qui est vendu en drugstore aux États-Unis principalement. Il a fait cette vidéo-là, il est suivi par 4 millions de followers. La vidéo est devenue virale, je vous laisse faire le calcul. Au bout de 3 jours, disruption totale de tous les produits CeraVe aux US, mais pire, une grosse demande sur les autres continents. Comment est-ce qu'on s'en sort? Comment est-ce qu'on fait ça? Bien, les équipes de CeraVe sont extrêmement créatives et il y avait une technologie qu'on avait très très envie d'essayer qui s'appelle le Digital Twin, le jumeau numérique. L'idée, c'est de modéliser notre outil de fabrication, donc avec nos usines, nos skids, et de se poser la question, ok, si j'ai besoin de produire beaucoup plus de CeraVe et que j'ai des capabilities qui sont constantes, comment je déshabille Paul pour donner à Jacques? Concrètement, c'est ça. Hein. Comment est-ce que je fais pour avoir les décisions qui vont avoir le moins d'impact sur notre marge au niveau groupe? Et donc, du coup, je vais modéliser cet outil de production en upstream et je vais faire tourner des scénarios. What if? Qu'est-ce qui se passe si je déplugue La Roche-Posay pour produire plus de CeraVe? Quel est mon impact en termes de marge? Pour information, et ça c'est un KPI assez important, il fallait 1 heure à une personne très très bien câblée pour pouvoir établir le scénario et l'analyser. Il faut au Digital Twin 1 heure pour analyser 100 scénarios. C'est juste magique. Et donc, du coup, la success story de cette histoire, c'est que CeraVe a fait plus 80% et on a fini par pouvoir inonder le marché. Et c'était pas simple parce que en fait, le gel nettoyant moussant en question avait un packaging avec un dispenser à pompe. On était en plein milieu du Covid. Et en fait, les dispensers à pompe étaient tous monopolisés par les gels hydroalcooliques. Quand je vous disais que L'Oréal écrit l'histoire, enfin, parfois on la subit un peu, mais c'est assez drôle en fait de voir à quel point, conjoncturellement, on est impacté. Sur la partie capabilities, alors moi j'avais envie de vous faire part de mon projet chouchou, puisque c'est le projet dont j'ai pris la direction très récemment, qui est l'intégration du nouveau WMS dans nos centres de distribution. Et donc du coup, bon, c'est un programme qui s'appelle ODS. ODS pourquoi? Omnichannel Distribution Execution Solution. Bon, fallait bien lui trouver un nom. Mais en gros, l'idée, c'était de remplacer le WMS que l'on avait à l'origine, qui était peut-être un petit peu outdated, ou en tout cas pas harmonisé, pour faire en sorte en fait d'avoir un outil core que demain on va pouvoir déployer mondialement, et si jamais il y a une nouvelle fonctionnalité à cause d'un nouveau besoin business, on est plug and play, on est core.
Donc du coup, en fait, la fonctionnalité, elle est disponible pour tout le monde. Ça ne représente pas des projets qui vont prendre 2, 3, 4 ans et on est déjà obsolète. La rapidité d'exécution, c'est la clé. Bien sûr, donc pour être suffisamment agile et implémenter ce type de décision, mais aussi sur la partie automation. Parce que nos centres de distribution s'arment d'automatisation, de good to man, et donc du coup, pour pouvoir le faire correctement, effectivement, avoir le bon système de management derrière, ça aide énormément. L'OMS, l'Order Management System. Donc, vous vous souvenez, on fait toute la chaîne de valeur étape après étape. On commence avec, donc en upstream, comment est-ce qu'on arrive à dimensionner notre capacité. Puis ensuite, comment est-ce qu'on arrive à donner la force et les ressources pour pouvoir servir le client. Comment est-ce qu'on calcule, donc l'Order Management System, le plus court chemin, en tout cas le meilleur chemin, un algorithme en fonction du choix du consommateur, là où il a besoin en fait d'être servi, au moment où il a décidé d'être servi, parce qu'en fait on n'est pas tous disponibles le lendemain matin entre 8h et 10h, hein, et puis peut-être que l'empreinte carbone c'est quelque chose qui nous importe, enfin ça nous importe à tous, mais qu'on va faire participer en fait ce consommateur final à notre combat pour la sustainability. Et donc du coup, lui proposer en fait le chemin carbone le moins greedy, on va dire ça comme ça. Et donc il fallait qu'on s'arme d'un order management system, c'était absolument non négociable. Et puis alors il y a ce KPI, moi que j'aime beaucoup. Pendant 30 ans, l'obsession de la supply chain en fait c'était le service level. C'est comme ça qu'on jugeait la supply chain. Voilà. Pendant 30 ans, le service level, quel est notre niveau de service par rapport à nos clients? Il y a eu une commande, quel est mon niveau de service par rapport à cette commande? Aujourd'hui, en fait, c'est plus vraiment ça qui nous intéresse. Il y a ça, mais pas que. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, en fait, et surtout dans un monde où les supply chains sont devenus les business partners les plus importants de toutes les industries, c'est si on voit le produit sur les étals, qu'on va l'acheter. Parce que potentiellement, nos concurrents ne vont pas être en mesure de le fournir aussi rapidement que nous et d'être, alors, l'on-shelf availability, donc c'est le KPI en question, d'avoir un on-shelf availability aussi haut que le nôtre. Puis ensuite, il y a l'online availability. Si vous tapez sur un site de e-retailer votre produit préféré et que on vous envoie sur une page où on vous explique que c'est en rupture, grosse déception. Donc l'online availability, c'est aussi l'une des obsessions de L'Oréal. Et enfin, l'in-stock. Parce que finalement, nous sommes un extended écosystème, hein, la supply chain, incluant la supply chain de nos clients et la supply chain de nos suppliers. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe en termes de stock? Comment est-ce qu'on partage ce niveau de stock de façon très transparente avec nos clients? Parce qu'on a besoin d'avoir ça comme information. Donc du coup, voilà, y a beaucoup de manières de calculer l'on-shelf availability. Et en l'occurrence, une que j'affectionne tout particulièrement, c'est cette start-up qui s'est lancée sur une application qui permet en fait au consommateur, quand il arrive dans un magasin quel qu'il soit, de scanner les shelves, les étals, et qui permet en fait de savoir exactement quel produit est en disruption. Donc, très intéressant. Eh bien, ça ne marche pas. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Ah bah si, voilà, ça a marché d'un coup, en fait. Donc, ensuite, on va avoir des gadgets que j'aime bien, mais qui nous évitent de faire beaucoup de bêtises, particulièrement sur tout ce qui est excess and obsolete, de produire exactement ce dont le client a besoin à la fin, en combinant des algorithmes de Bollinger qui à la base avaient été élaborés pour le monde de la finance sur les prix montants et descendants des actions. Assez intéressant, ça détecte une trend break. Combiné avec nos données de sell-in et nos données de sell-out et nos données de forecast,
on arrive en fait justement à avoir cette détection en fait de trend break. Et donc ça nous permet, toujours dans un esprit de responsiveness, d'aller dire en haut, en upstream de la supply chain, exactement ce qu'il faut produire et quand. Alors, tout ça, ça ne se fait pas sans la data. Concrètement, digitalisation, c'est un joli buzzword que tout le monde utilise. Mais si je pose la question, pour toi, la digitalisation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'étais très, très surprise par les réponses. Je vais vous donner ma définition de la digitalisation. Ma définition de la digitalisation, c'est ni plus ni moins que de mettre une data à peu près harmonisée de qualité, parce que sinon, shit in, shit out, dans une boîte intelligente. Après, ça peut être un algorithme, une intelligence artificielle, du machine learning, name it, peu importe, un système intelligent. Et alors, ce qui est très très bien, c'est que pour inventer des systèmes intelligents, ça, pour le coup, on est les rois. Même si on n'a pas la créativité en interne, et Dieu sait qu'on l'a, on the shelf, enfin, sur le marché, de l'intelligence pléthore. En revanche, sur la partie data, c'est fichtrement plus complexe et vachement moins glamour. Et le but, en fait, à la sortie de cette boîte, c'est comme dans n'importe quel système, Y égale AX plus B, voilà. Et comment est-ce qu'on fait passer la fonction et qu'est-ce qu'on a en output? Eh bien, en output, on attend de la valeur ajoutée. Alors que ce soit de l'efficacité, de la meilleure prise de décision, de la rapidité, c'est pareil. La digitalisation, c'est ça. Faire passer de la data de qualité dans une boîte intelligente pour avoir de la valeur ajoutée. Vachement moins glam. Mais n'empêche que c'est ça qui va nous permettre d'adopter la révolution qui est en train de se profiler et non pas de la subir. Et donc du coup, pour pouvoir faire ça, data ready for business et business ready for data, c'est la clé. Avoir les bons business owners sur la data, avoir les bonnes ressources sur les data stewards, faire la bonne ségrégation sur comment est-ce qu'on arrive à classifier et à taxonomier cette data. Alors chez L'Oréal, on a 18 data domaines avec un certain nombre de data families qui se subdivisent en business objects, et ces mêmes business objects se décrivent en certain nombre d'attributs. Et on a fait le choix chez L'Oréal de créer ce qu'on appelle un data lake sur la Google Cloud Platform, parce que bon. Et l'idée, c'est de mettre en fait cette data propre, harmonisée, dont l'ownership a été extrêmement bien spécifié, au service de tous les use cases dont on va avoir besoin. Les use cases, c'est la boîte intelligente dont je vous parlais. Et donc du coup, de pouvoir créer de la digitalisation un peu comme bon nous semble. Alors, gardons-nous bien du shiny object, ça c'est certain, ça fait dépenser beaucoup d'énergie et pour à la fin pas grand-chose, puisqu'il s'agit bien là non pas de faire bouger les grains de sable les uns après les autres, mais de pousser les dunes tout ensemble. Et donc du coup, en fait, c'est ça qui va nous permettre de fixer les basiques, de transformer notre operating model et de préparer notre avenir. Donc, si je récapitule, la bataille de demain, responsiveness for growth, donc la responsiveness pour la croissance, l'anticipation, le planning, la donnée, qui doit être sell-out driven, et donc du coup à laquelle on doit avoir accès, absolument. L'upstream responsiveness, de sizer la capacité en upstream. Et puis bien sûr, ça ne peut pas se faire sans une certaine simplification du catalogue, puisque nous avons un nombre de références très très important chez L'Oréal. C'était tout pour moi. Je vous remercie. Alors après, je ne sais pas... Oui, on a peut-être une dizaine de minutes pour les questions, si ça vous va. Bon, après, s'il n'y a pas de questions... Présentation très inspirante et inspirée de... Merci beaucoup. Déjà, Johanna, merci de m'avoir écouté. Sur les use cases de data de L'Oréal.
doutais bien. Bonjour. En tout cas, merci pour la présentation, très intéressant. On espère peut-être atteindre la taille de L'Oréal, peut-être dans une centaine d'années, mais on verra bien. Ça va très vite en ce moment, vous savez. Parlez-nous un peu plus, si c'est possible, très rapidement, du last mile, du dernier kilomètre. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les circuits sont devenus très courts. Les barres de production se déplacent, comme on dit, donc ça part plus vers l'Europe maintenant pour des raisons de souveraineté des États et ainsi de suite. Mais vu que maintenant, aujourd'hui, il y a la possibilité de pouvoir livrer dans de nombreux pays très rapidement, finalement, est-ce que ça a un intérêt d'avoir des stocks dans chaque pays, avec notamment la multitude de références que vous avez? Donc, quel est votre avis là-dessus? Alors. Et est-ce que peut-être il ne faudrait pas un entrepôt central, je ne vais pas dire en Russie parce que ce n'est pas le moment, mais disons en Espagne par exemple, et puis livrer les 4 coins du monde peut-être en 12 heures? Alors, moi j'ai plusieurs réponses. Ça réduirait les stocks, ça réduirait les risques et vous aurez la flexibilité, la réactivité, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, et avec des stocks, parce que c'est de l'argent finalement immobilisé, extrêmement réduit. Merci pour cette question hyper intéressante. Alors ça marche en fait, mais ça dépend pour quel produit. Ça dépend. Si on parle des Hero SKU, là j'ai envie de vous dire full in. Exactement ce qu'il faut faire. Production, répartition des stocks un peu partout, puisque de toute façon on sait qu'on va les vendre. Et parfait. En revanche, immobiliser du stock sur les catégories B, ce qu'on appelle les catégories B et les catégories C chez L'Oréal, et qui pourtant constituent notre fonds de catalogue et où on fait un petit peu la différence. Eh bien, ça va générer ce qu'on appelle des excès and obsolètes. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre. Parce que L'Oréal a un engagement RSE de ne détruire plus aucun produit d'ici 2025. On est déjà sur du recyclage, etc. Mais ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que le produit recyclé, enfin le recyclage du produit, coûte extrêmement cher. Donc on ne peut pas se permettre de surproduire des produits de catégorie B et de catégorie C et de les mettre partout, parce que c'est ça, en fait, dont il s'agit, pour être sûr de faire les ventes et de s'assurer en fait que le last mile soit et que le lead time soit effectivement réduit. Moi je ne pense pas, c'est à deux vitesses, ça dépend des produits. Ça dépend des produits du catalogue. Pour certains produits, j'ai envie de vous dire oui, complètement. Et c'est la raison pour laquelle on revoit notre network non plus une fois tous les... à l'époque c'était tous les 2 ans. Et c'était déjà pas mal. Mais où on va faire des partenariats par exemple avec Lamasoft, pour revoir notre réseau très très régulièrement et se poser la question, ok, est-ce qu'il nous faut marché émergent là, un nouvel entrepôt qui va nous permettre d'agiliser et d'avoir du stock parce qu'il y a une grosse croissance du marché sur telle localité. Et donc du coup, c'est finalement la combinatoire des deux. C'est sur mon catalogue, quel produit, et par rapport à mon réseau, mon étude et mon bench de mon marché, en comparaison avec ce dont je dispose en termes de réseau, qui va me permettre d'avoir la bonne réponse. Et c'est ça l'agilité. En tout cas, c'est comme ça qu'on le fait chez L'Oréal. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Le last mile, surtout sur le volet e-com qui est en train d'exploser, comment est-ce que vous le gérez aujourd'hui ? Alors, c'est une excellente question puisque c'est ce dont on se parlait pas plus tard que ce matin avec mon cher collègue Driss Mervou qui est le directeur des opérations chez L'Oréal Maroc. En fait, comment est-ce qu'on est organisé chez L'Oréal ? Sur tout ce qui est long trajet, donc du coup approvisionnement de toutes les localités et particulièrement sur les produits qu'on ne peut produire par exemple qu'en France. Enfin, je veux dire, on ne peut pas produire du Vichy ou du La Roche-Posay ailleurs que Vichy, La Roche-Posay. Sinon, ça ne marche pas. Et donc du coup, on ne peut pas localiser ce type de production. Et donc du coup, ce que l'on se dit, c'est que pour les longs trajets, on a un Vendor Management Office qui va se charger de passer les partenariats avec les transporteurs qui vont bien et avec la puissance du groupe pour pouvoir négocier les prix et rester compétitif. En revanche, sur le last mile, là, on a une totale souveraineté du pays et de la filiale. Parce que dans certains pays, on va avoir des last mile extrêmement créatifs. Je parle en Chine, finalement, avec des tuk-tuk, on arrive à faire le last mile qui va bien, depuis nos dark stores, et Dieu sait qu'on en a, et c'est comme ça que ça se fait. Mais c'est pas partout dans tous les pays, et comme c'est pas égal,
Et c'est aussi beaucoup, ça reflète finalement le marché et les attentes locales. Hein, le last mile. Le last mile, en fait, l'offre arrive en fonction de la demande. Et nous, on est plutôt très agile là-dessus. On fait confiance à nos filiales dans le monde entier. Et sur le last mile, en fait, c'est eux qui sont décisionnaires. En fait, j'ai une question par rapport au transport et à l'achat du transport. Les grands groupes ont à la fois des engagements très forts en matière de RSE et sont très demandeurs auprès de leur écosystème de s'engager dans une démarche RSE. Et en même temps, bien entendu, on est dans une démarche d'achat très forte pour essayer d'avoir les meilleurs coûts d'achat. Donc comment chez L'Oréal, vous arrivez à garder un écosystème transport motivé en leur demandant d'être encore plus engagés en RSE et dans le même temps, vous apportez les meilleurs prix possibles? Alors, merci pour cette question, super intéressante, et qui me permet en fait de parler de la politique de RSE de L'Oréal, dont je suis particulièrement fière. C'est bien éthiquement en fait d'être fier de sa boîte, je trouve ça vachement bien. Non, mais ça donne envie de se lever le matin et quelque part, bon, ça rejoint toutes nos discussions sur le sense of purpose. En fait, on va beaucoup plus loin que ça chez L'Oréal. C'est-à-dire qu'avant de commencer à analyser vos prix, on va analyser votre politique de RSE. Quand on parlait de end-to-end, depuis le supplier jusqu'à notre client, c'est bien joli d'avoir des politiques de RSE extraordinaires au sein de L'Oréal. Mais si on pousse la problématique chez le supplier ou chez le client, ben finalement, on n'a pas fait notre boulot vis-à-vis de la planète. C'est un tout petit peu hypocrite. Donc, avant de commencer à parler de prix, on commence par parler de politique de RSE. Et on établit des partenariats où on innove. Je parle du camion à hydrogène, où on a fait un POC avec DB Schenker et Engie, et où notre première ligne de camions à hydrogène sera mise en place au mois de septembre, hein, où on a refurbishé des camions diesel pour faire en sorte de les rendre green grâce à l'hydrogène. Et donc du coup, en fait, c'est un projet que nous avons subventionné et co-subventionné avec donc Engie et DB Schenker, et qui va voir le jour, là, très très bientôt. Mais voilà, quand on parle de supplier, et quel qu'il soit, hein, en termes de transport, en termes de 3PL, une des premières choses qu'on regarde, c'est effectivement la politique de RSE. Est-ce que vous collez à nos valeurs ou pas? Ça, c'est top. On a le temps pour une dernière question. Ah, c'était le premier qui levait la main. Alors, si vous êtes là ce soir, je serais ravie de répondre à vos questions ultérieurement, évidemment. Merci. Bonjour, Johanna. C'est M. Mohamed Larbaoui. Je suis expert en évaluation, financement, transmission d'entreprise. Également, je suis expert en optimisation et transmission de patrimoine. D'abord, je vous remercie pour votre excellente présentation. C'est vraiment, on a appris beaucoup de choses. Merci, ça me touche beaucoup. C'est vraiment, Et vous savez que pour une société, le plus important, c'est le principe numéro 1 pour la comptabilité générale, c'est le principe de continuité d'exploitation. Vous savez que des entreprises en France, il arrive à 11e génération de transmission. Donc, vu ce qu'on a vu ces dernières années, surtout Covid-19, donc ce n'est pas évident pour assurer la pérennité de l'entreprise. Ma question est la suivante. Comment vous avez fait à l'intérieur de L'Oréal pour garder la stabilité, surtout pour le personnel? Sur les compétences et garder nos talents? Exactement. Ouais. Et quelle est la visibilité pour les trois années à venir, oui, pour bosser le chiffre d'affaires? Et je vous remercie. Merci beaucoup pour votre question. Donc, que j'aime beaucoup en fait, parce que ça va me permettre de parler des hommes, et moi j'aime bien parler des hommes, hein, parce que les organisations, la digitalisation, finalement, s'il n'y a pas des hommes derrière, ça ne sert à rien. Alors, pour garder nos people, pour faire en sorte de garder les compétences et de les retenir, déjà, on va regarder le passé, parce que vous avez très très bien expliqué, posé le contexte. Il faut regarder d'abord le passé. Eh bien, nous avons fait le choix, nous, au sein de L'Oréal, de ne pas faire bouger du tout, en fait, nos effectifs.
À aucun moment. Pendant la crise Covid, tout le monde a gardé son emploi. Payé in full. C'est dire l'engagement vis-à-vis des employés. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a le développement. Comment est-ce qu'on fait en sorte, à n'importe quel niveau de l'échelle de l'entreprise, de continuer d'être attractif? Alors moi, j'ai plusieurs réponses. La première, il faut donner des outils, digitaux ou pas, à la nouvelle génération plus particulièrement, qui sont extrêmement intuitifs. On ne peut pas dire à un môme qui sort d'école de 24 ans, qui passe sa vie sur Instagram et TikTok, tiens, je vais te filer SAP ECC qui date d'il y a 25 ans, et puis tu vas me mettre des commandes sur des écrans noirs. Non, ça ne marche pas. Donc, des outils sur lesquels on a envie de travailler. Un environnement de travail bienveillant. Des perspectives de carrière crystal clear. Parce que c'est bien beau de rentrer dans un groupe, mais si on ne sait pas où est-ce qu'on va arriver, et si au niveau HR, on ne nous guide pas pour avoir la carrière que l'on souhaite pour soi. C'est pas... enfin, tout le monde n'a pas les mêmes velléités, tout le monde n'a pas les mêmes ambitions, tout le monde n'a pas les mêmes envies, et heureusement, sinon qu'est-ce qu'on s'ennuierait dans le monde? Mais donc du coup, de vous guider le mieux possible. Et ça, pour le coup, L'Oréal le fait très très bien. Et last but not least, et ça c'est quelque chose d'assez incroyable, dont j'ai largement profité depuis mon arrivée chez L'Oréal il y a 5 ans, c'est que L'Oréal investit annuellement, je ne sais pas si j'ai le droit de donner le montant, j'ai le droit de donner le montant, 2 500 € par an de formation pour chaque employé. C'est énorme, c'est énorme. En plus du DIF, 2 500 € par employé. Donc si vous avez envie d'apprendre, si vous avez envie d'évoluer, si vous avez envie de changer de braquet, si vous avez envie d'apprendre des nouvelles choses, en plus de tout le contenu digital incroyable qu'on met à disposition de tous les employés de L'Oréal, on a 2 500 € de formation annuelle. Monstrueux. Moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. Et pourtant, j'en ai fait des boîtes. Merci infiniment. Je vous remercie. Je suis sincèrement super désolée. J'aurais aimé rester avec vous davantage. Merci pour votre accueil. Et puis, on se retrouve un tout petit peu plus tard. J'en ai pour une petite heure et ensuite, recroisons-nous. Merci beaucoup, Johanna. Merci à tous. Merci pour les questions.